J'ai repris quelques scènes parce que, en fait, Zinch est probablement aujourd'hui, comme l'était encore avant de commencer à être dégagée, elle doit être recouverte en grande partie par de la végétation. Et pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle cette civilisation s'est éteinte. Qu'est-ce qui l'a éteint? Certainement pas une éruption, puisque le Mikenko reste toujours un volcan en sommeil à l'heure d'aujourd'hui, et on n'a pas entendu parler de fumerolles ou de choses qui auraient pu éveiller les soupçons de la civilisation qui aurait pris ses jambes à son cou en disant on ne va pas rester près du volcan parce que là on est carrément aux premières loges. Mais il faudra bien un jour qu'on aille voir, qu'on constate. Et il est probable que la cité ressemble un peu à ce que l'on voit ici sur l'écran et que l'on va même détailler un peu plus loin. Alors c'est vrai que cette image est très sombre parce que sur cette image on y voit des structures. C'est le décor qu'a fait le réalisateur, dans lequel on voit effectivement les maîtres des singes les dresser et leur apprendre les réflexes à avoir si quelqu'un essaye de rentrer dans la géodéance. L'endroit, c'est vraiment très très sombre, je ne sais pas si vous arriverez quelque chose à voir, l'endroit est probablement construit de la même manière qu'ont pu l'être les cités helléniques. Alors d'où cette civilisation a pris son inspiration pour faire ses constructions, on n'en sait rien, mais tous les textes des aventuriers, des explorateurs, des marchands qui ont pu aller là-bas et en revenir, décrivent une cité qui n'a rien à envier à Rome ou à Athènes. Hein. La différence, c'est qu'elle est semi-troglodyte, donc vraiment encastrée dans le volcan, et pour la partie extérieure, elle a tout d'une cité, elle n'a rien à envier aux cités occidentales en fait. Hein. Et elle était même gigantesque puisqu'elle couvrait une très grande partie des flancs du volcan. Les statuettes qu'on voit là n'ont rien d'indonésienne. Hein. C'est toujours pareil sur la base de descriptions qui ont été faites dans les carnets des explorateurs, des dessins. Je suppose que c'était une coiffe, ce qu'on voit au-dessus là. Mais quant à savoir très exactement le visage, on peut voir de toute façon, si on prend la peine de vraiment s'approcher et de regarder l'image en agrandissement, que c'est un visage de noir. Alors j'avais oublié de vous dire un truc à propos de la reine de Saba. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une autre émission. Parce que je vois qu'on me parle de la reine de Saba, on me fait « Mon ami José est en train de nous faire un cours sur la fameuse reine de Saba et j'ai oublié de vous dire qu'en antédiluvien, en kamana, la langue mère des origines, si on découpe le mot Sa, S-A, et le mot Ba, on retrouve Ba, la porte, et Sa, l'étoile, la porte des étoiles. C'est hallucinant, mais la reine de Saba serait la reine du royaume où se trouverait un accès vers les étoiles. C'est ce qui se déduit en langue antédiluvienne brute de chez brute, sans chercher à fouiller l'histoire. Je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui trouverait demain l'abrégé NASA et qui traduirait National Space Agency Aircraft. Donc forcément, il y avait des trucs qui volaient, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Oui, mais justement, on va en parler, José, on va en parler de ce... Tu vas trop vite, là, tu vas trop vite dans le déroulé. Effectivement, l'un des plus célèbres diamants bleus, c'est un diamant, on voit d'autres photos de la cité. C'est un diamant, c'est celui-là d'ailleurs, c'est un diamant qui a, alors son histoire est difficile à ce diamant bleu. Autrefois, il appartenait à un temple et un voleur l'a piqué de ce temple. Il y avait un orage. En sortant de ce temple, il est mort foudroyé. Ce diamant a été racheté et a été proposé à la couronne de France pour notamment être inséré dans la toison d'or. Toison d'or dont on parle là, la fameuse toison d'or de Louis XIV lors de la toison d'or. Ce diamant a été volé, vous voyez, son histoire est dingue,
Et il a fini en Angleterre, où il a été racheté par un milliardaire anglais qui s'appelait Hope, H-O-P-E. Et celui-ci a eu les pires emmerdes de sa vie, il a failli même être totalement ruiné. Donc il s'en est débarrassé très très vite. Et vous voyez bien, hein, c'est bien le même. Hein. Vous voyez celui qui est exposé en face de Louis XIV et puis celui que je vous ai mis en avant, qui est une photo du Hope, c'est bien le même. Et le Hope aujourd'hui est exposé au Smithsonian Institute à Washington. Et vous pouvez, si vous allez aux États-Unis, le voir. Et c'est marrant, il n'y a personne qui a cherché à le voler, parce que comme visiblement maintenant ça lui colle très sérieux à la peau, cette malédiction, même le milliardaire s'en est débarrassé pour que ça ne l'influence plus, que ça ne le touche plus, quoi. Ben, c'est exactement, Jocelyn, c'est exactement ce dont on parle. Et eux, dans les textes anciens relatifs à Zinch, ils parlent de singe gris. Mais gris, c'est déjà une teinte du blanc. Hein. Donc oui, je pense que c'est pareil. Ben non, si tu regardes bien de près, tu verras que les narines sont assez expansées, les lèvres aussi, et tu vois très bien un black raffiné au niveau du visage, avec une beauté physique, si tu veux, et qui porte une coiffe. D'ailleurs, quand tu regardes cette coiffe, tu pourrais presque considérer que c'est un début de coiffe égyptienne, quoi. Regarde bien, c'est tout à fait particulier. Alors déjà, sabbat, Christian, t'évites le T, parce que sabbat et sabbat, c'est pas la même chose. Hein. Le sabbat, c'est dans la sorcellerie. Hein. Donc, la reine de Saba, S-A-B-A. Oui, effectivement, le royaume de Yémen, mais dans le royaume de Yémen, d'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle Mosna, où tu retrouves un alignement de pierres qui reproduit à l'identique le blason de Mu. Donc, la reine de Saba, elle est héritière de quel royaume antérieur? Est-ce que c'est pas des survivants de Mu? Il y a vraiment tout s'est tellement entremêlé dans l'histoire de l'humanité qu'il est difficile de pouvoir situer telle ou telle personne de manière très claire en disant telle nation, tel pays, tel machin, puis après tel autre. Non, c'est pas après, on sait pas, peut-être pendant. Tu vois, c'est très compliqué. Un black asiatique, oui, non, et d'ailleurs, c'est une question qui est intéressante, on va en parler après, de la troisième des civilisations noires après Zinj. Et qui, encore une fois, tout ça, ça tourne vraiment dans le même coin de l'Afrique. Hein. Oui, d'accord, ok. C'est rien, Christian, mais je suis à cheval des fois sur l'orthographe, mais c'est parce que tu vois, ça pourrait laisser... dès que tu déformes les mots, dès que tu déformes les choses, Christian, c'est pas pour toi, parce que toi, bon, mais il y a des gens qui sont peut-être un peu moins érudits que toi, et qui vont prendre les choses en pensant que ça s'écrit comme ça. Si tu en parles, c'est que tu en sais, c'est que tu sais quelque chose. Il faut être extrêmement rigoureux dans les informations pour éviter aux gens de voir des panneaux publicitaires là où il y a des panneaux indicateurs. Tu vois, je me tue tout le temps de demander cette rigueur, mais c'est pas pour faire chier les gens, mais c'est pour leur dire attention, ne les faisons pas partir sur des livres qui n'ont rien à voir, quoi, ou qui pourraient des mauvaises interprétations. Tu vois, tu les fais partir vraiment dans une autre direction. Il faut être prudent là-dessus. Je pense qu'en réalité, on avait affaire à une civilisation noire extrêmement raffinée, mais oui, tu sais, dans les Blacks, il y a deux ethnies particulières qui sont des noirs, je dirais presque naturellement beaux. Les Maasai, qui sont très grands, très sveltes et tout, et les Zoulous. Ces deux ethnies sont quand même tout à fait particulières. Or, les Maasai, on les retrouve dans la zone où se trouvait Zinj, et pourquoi pas? Tu sais, beaucoup de gens ont toujours pensé qu'un noir, c'est un noir avec des yeux noirs. On a trouvé des noirs avec des yeux bleus. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un mixage avec l'occidental, c'est tout autre chose. Donc, les statues présentent, quand on fait des statues, tant qu'à faire, on essaye de faire des choses belles. Donc on va se présenter du mieux qu'on peut. Donc je ne pense pas, après, c'est vrai que si tu regardes la manière dont les statues sont construites, tu pourrais te croire à Borobudur,
en Indonésie, à Java, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Oui, tu as raison, José. T'as vu, le chapeau, il a quand même un arrière-goût égyptien quand même, hein. Mais tu sais, c'est pas dit qu'il n'était pas en relation avec l'Égypte. Nous, de l'histoire de Zinch, on retrouve l'histoire de Zinch à partir du roi Salomon. Mais ça ne veut pas absolument dire qu'ils étaient en relation qu'avec le royaume de Judée. Ils étaient probablement en relation avec un paquet d'autres peuples. Simplement, les dernières traces qu'on a trouvées d'eux, elles sont en Judée. C'est ça qui est dommage, parce qu'on a une vue assez étriquée de quelque chose qui devait être quand même beaucoup plus important. Et si l'on va un peu plus loin, on va continuer. Vous voyez ce bijou? Ce bijou a été retrouvé dans la vallée de Virunga, pas sur un individu seul, mais c'est un bijou en argent, c'est un bijou travaillé, c'est un bijou très ancien, et c'est un bijou de culture noire. Il n'y a là-dessus aucun renvoi vers l'Égypte, la Sumer, Babylone ou les civilisations gréco-romaines. Ce qui prouve bien qu'il y avait une culture noire puissante, un art noir puissant, évolué, érudit, travaillé. Et je vais vous montrer un truc qui va vous épater. Si vous pensez vraiment encore, après tout ce qu'on vient de dire, que le noir c'est un primitif avec son pagne vivant dans une hutte, un pauvre diable qui était, selon les malpensants, je dirais, à la limite de l'animal, qu'est-ce que vous allez me dire de ça? Je vais vous montrer un peu plus loin, rapidement, on y reviendra là-dessus. Ce que je veux, c'est vous montrer quelque chose d'hyper important. Où je l'ai mis? Allez, on avance. Ah, je l'ai mis où? Là. Ces choses-là ont été faites par des artistes noirs. Dites-moi franchement, vous regardez ces bijoux, ils sont moins beaux que les Grecs ou les Romains? Ils ne sont pas identiques à ce qu'on pouvait trouver à Babylone ou en Égypte. Vous voyez, l'art noir existait. Les civilisations noires super évoluées ont toujours existé. Qu'on les cache pour diverses raisons, dont notamment, bien sûr, parce que malheureusement les civilisations noires sont foutues dans le même bac que toutes les civilisations antédiluviennes, il ne faut pas en parler. Mais on ne peut pas cacher. C'est pas cachable. Vous me suivez? On va revenir là-dessus. On était ici, si mes souvenirs sont bons. Les civilisations, que ce soit probablement le Kalahari, c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé, ça n'a pas été fouillé au Kalahari. Pour l'instant, il n'y a personne qui a fouillé, il n'y a personne qui a planté une pelle, et le peu qui a été fait là-bas, les gars ont trouvé carrément un trottoir. Alors imaginez s'ils fouillent un peu plus, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Si nous quittons la vallée de Virunga, et que nous déplaçons légèrement plus à l'ouest, nous allons rencontrer un autre territoire, le Zimbabwe. Et là, au Zimbabwe, encore une fois, sorti de nulle part, épatant, bluffant, incroyable, inexplicable, et surtout très dérangeant pour les connards qui veulent encore une fois et toujours, je sais que j'appuie, hein, mais c'est pour faire mal aux cons. Hein. Oui, ils sont pas en pagne, ils vivent pas dans des huttes, ils vivent pas dans des huttes. Les blacks de cette époque-là, ils vivent pas dans des huttes. Non, non. Ils vivent dans ça. Ça, c'est une cité. Et vous allez voir dans une image un peu plus loin que là, vous ne voyez qu'une partie de la cité.
Tout le monde focalise sur la fameuse grande enceinte. Mais elle n'est pas la seule. Les gens n'ont pas... Il faudrait peut-être faire travelling arrière, s'il vous plaît, que j'ai un plan général. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est bien plus grand. Une vue aérienne de l'enceinte. Et vous allez voir la construction. Fabuleuse. Non seulement ces gars-là connaissent l'architecture, encore une fois, comme vous le voyez, ils construisent en cercle. C'est la signature pour moi des civilisations noires. Ils construisent en cercle. Je parle des civilisations noires évoluées, qui ont évolué seules, qui ont évolué sans influence d'aucune autre nation. C'est leur truc de construire en cercle. Sauf que là, ils ont construit une enceinte balèze. Et il ne faut pas regarder les 4 arbres qui se baladent là-dedans, parce que vous allez voir un petit peu plus loin qu'il y a des constructions tout autour, des vestiges de construction tout autour de l'enceinte. L'enceinte pourrait être considérée comme le centre-ville, le palais royal, enfin une partie du palais royal. Si on veut reculer encore plus, là on a la construction telle qu'elle est faite et détaillée. On voit quand même bien que la construction est vachement mieux finie que par exemple les temples maltais de Gigantica et compagnie. Ça aussi, dans les temples maltais, on voit la fabrication en trèfle, mais c'est donc des cercles. Mais la construction, si elle est cyclopéenne, au Gigantica avec des pierres monstrueuses assemblées les unes à côté des autres, c'est relativement grossier en rapport de la grande enceinte. Quand on regarde la grande enceinte de près, on s'aperçoit, comme vous le voyez ici, que vous avez en bas la grande enceinte, mais regardez plus haut. Vous avez littéralement des, comment dirais-je, des restanques, des terrains agricoles qui ont été littéralement nivelés pour produire du mieux qu'il est possible de quoi alimenter la cité. C'est absolument fabuleux de réaliser que cette civilisation-là existait encore une fois il y a plusieurs milliers d'années probablement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a été capable de dater la grande enceinte et de dire à quelle époque exactement elle a été construite, quelle était la population qui l'a habitée à cette époque-là, quelle relation elle avait avec l'extérieur. C'est le flou artistique le plus total. Bien sûr, le pays présente cette réalisation, elle est quand même fabuleuse pour le Zimbabwe. Mais les vraies explications n'ont pas été données, et comme je vous l'ai expliqué, il existe une certaine forme, comment dirais-je, de résistance à l'acceptation que le noir soit aussi évolué que toutes les autres ethnies, quelle que soit la couleur. Qu'il est tout à fait possible qu'il soit aussi, en tant que civilisation, tout aussi ancien, voire plus ancien, à voir. Très difficile, peut-être pas de remonter jusqu'à l'Agartha, mais en tout cas une civilisation, je dirais, séculaire, qui date d'il y a un moment. Et ça, c'est absolument fabuleux de se dire, ben ça a été construit à une époque où le blanc ne passait pas, n'allait pas. C'était inaccessible pour lui. C'était même pas inaccessible. Il n'avait même pas commencé réellement, j'allais dire, la colonisation du continent. Donc, il pouvait même pas, il ignorait complètement que tout ça existait. C'est tellement bien construit, tellement bien structuré. Je n'ai pas vérifié les orientations cardinales, mais je suis sûr que, autant pour les champs que pour le reste, ça a été pensé et que ça n'a été pas fait au hasard, à l'arrache. Regardez un petit peu les murs de la grande enceinte. C'est absolument fabuleux. Double rempart, avec chemin de lys. Donc, pour patrouiller et contrôler que tout va bien. Vous avez vu la hauteur? Il va falloir la grimper, celle-là, pour la franchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur une partie, notamment celle du bas, là, vous avez toute une frise qui a été incorporée à l'intérieur de ce mur, et c'est de l'art qui a été conçu et fait uniquement par des Noirs. Là encore une fois, personne n'est intervenu pour leur inspirer une forme de décoration
Pourtant, on retrouve ce genre de décoration sur d'autres civilisations. Mais là, même si cette décoration peut se retrouver, on ne peut pas dire qu'elle a été directement inspirée par quelqu'un venu de ces civilisations pour leur donner l'information. Il n'y a aucun moyen de le prouver en oui comme en non d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Jocelyn, c'est vrai, tout à fait. Et là, tu vois ici en haut, il y a une tour. Encore une fois, ils créaient des tours. Alors je ne sais pas à quoi elles servaient. Ça, c'est des dessins de reproduction d'architectes sur la base des fouilles qui ont été faites. Donc le dessin qui est le plus près de moi, c'est un dessin d'architecture, d'archéologie, alors que ce que tu vois en haut, c'est carrément une photographie prise dans ce fameux espace du chemin de Lys qui fait tout le tour de la grande enceinte. On est d'accord, De Niro, bien entendu. L'histoire, c'est les vainqueurs qui l'écrivent, pas les perdants. Mais c'est pas parce que ces guignols des Illuminati ont contrôlé la planète depuis 9600 ans que l'histoire de l'Afrique et du peuple africain va rester encore longtemps dans les brumes. Hein. Il faut vraiment prendre conscience que tout ça existe. Et je vous invite à aller vous documenter, à chercher, à virer sur le net. Vous allez trouver encore des tas d'infos que je ne peux pas vous donner dans cette émission, c'est très trop long. Mais vous allez bien voir que ces civilisations étaient véritablement aussi évoluées que les nôtres. Et que l'Africain, le noir, aujourd'hui, ne doit pas avoir honte de lui, ni considérer qu'à un moment donné ou à un autre, il est moins bien que les autres parce que les autres ont fait plus de choses que nous. Non! C'est faux. Arrêtez de suite, les enfants. Vous avez fait autant. Chacun sur cette terre a eu son moment de gloire. Rome, la Grèce, Sumer, Babylone, le royaume de Judée, celui de Saba, et bien sûr les vôtres. Là, on retrouve une photographie qui a été prise à l'intérieur de la grande enceinte et qui montre la construction d'un escalier. Bon, là, il faut réaliser quand même que quand ils ont retrouvé la grande enceinte, il n'y avait plus personne, hein, là. C'était abandonné, c'était couvert de végétation. Ils ont commencé à dégager la végétation et tout, à commencer à donner une visibilité sur le terrain. Donc on peut estimer que l'escalier là, qui est quand même assez abîmé, c'était pas la gueule qu'il avait au moment où il a été construit. Hein. Mais avec les racines et tout, ça te soulève les pierres, ça te démolit les constructions. Donc on a une vision détériorée de cet escalier qui n'était probablement pas comme ça au moment de la construction. D'autres espaces de construction, c'est des endroits où il y avait des habitations en fait. C'est qu'une partie de ce qui reste des habitations, mais encore une fois, on voit très bien la construction, on voit très bien le travail architectural, le travail de construction, de montage de pierres, de montage de murs. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui n'ont aucune connaissance de mathématiques, comme je le disais, d'algèbre et de trigonométrie. Ça ne se monte pas comme ça. Il y a une expérience, un art, un savoir construire. On voit bien, et là c'est très clair, la grande enceinte, Zinj, la cité du Kalahari, tout ça, c'est le même peuple qui l'a bâti, c'est le même peuple qui avait ce savoir. Après, comme pour toutes les autres civilisations, ça a pu se perdre puis se retrouver, ça a pu s'influencer à un moment donné à travers d'autres civilisations, mais à distance, pas vraiment dans un échange quotidien. Je serais incapable de te le dire. Jocelyn nous parle de ça, de ces poteaux sur lesquels on retrouve ce style d'oiseau. En fait, ce sont des choses qui ont été retrouvées sur place, donc au pied des murailles, et ils ont plus ou moins regardé les murailles, et au vu d'un certain nombre de piliers, de trous dans les murs, ils ont pensé probablement que c'était fiché dedans, comme tu vois sur le dessin. Je n'ai pas véritablement, comment dirais-je, d'explication à l'heure où je te parle de ça. Il faudra aller les voir de plus près, mais je suis sûr que tu peux trouver des photographies et tout rapprochées, parce que si tu cherches bien sur la grande enceinte, tu vas mettre la main dessus. Hein.
je repars sur la suite. On en était là. Et là, bien entendu, on va parler de la 25e dynastie. La 25e dynastie égyptienne, qui est celle de la dynastie de Couche. On estime qu'elle a une filiation avec la reine de Saba. On n'en a pas une preuve absolue, mais on a de lourdes présomptions sur la possibilité que ça soit en fait la continuité, en quelque sorte. C'est vrai que ce peuple était très dynamique, très ambitieux, et que quand est arrivée la chute en quelque sorte de l'empire égyptien, il a été avalé tout cru par la dynastie de Couche qui en a fait son territoire. Toutefois, on voit quand même que là, le peuple noir s'est immédiatement inspiré de l'Égypte, n'a pas fait de développement à titre personnel, il a un petit peu, en quelque sorte, il s'est un petit peu laissé aller, il est comme toutes les civilisations, hein, même nous. Hein. Quand on regarde le plan, par exemple, de disposition des différentes pyramides à Méroé, on s'aperçoit que c'est quand même relativement pagaille. Il n'y a pas de schéma organisé dans l'implantation des pyramides, on s'installe un peu où on veut. C'est pas très construit, et en même temps, quand on regarde l'angle des pyramides de Méroé, elles ont un angle qui est dit négatif, c'est-à-dire que si vous construisez une pyramide comme ça, avec cet angle-là, tout ce que vous allez demander dans vos vœux, ça va être absolument désastreux. Hein. Ne faites surtout pas ça. Hein. Les 52 degrés 51 minutes de la pyramide de Khéops, c'est l'angle idéal. 45, c'est déjà un petit peu autre chose, mais là on est dans des angles très proches des 30-35 degrés. Hein. C'est très pointu, je dirais. On va d'ailleurs le voir dans l'image un petit peu plus loin. Là, vous voyez, franchement, c'est du pointu, quoi. C'est pas un bon angle hein, pour mettre quelqu'un sous ce genre de forme de pyramide. Hein. Ils ont copié. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Ils régnaient en même temps sur l'Égypte, du moins ce qu'il en restait. Ils ont envahi l'Égypte jusqu'à la mer. Hein. Et ils l'ont dirigée d'une main de fer pendant, je crois, quelques siècles, 100 ou 200 ans, je crois. De moins 700, moins 700 à moins 600, quelque chose comme ça. Ils ont dirigé la 25e dynastie égyptienne. Ils étaient devenus les pharaons à la place des pharaons qu'on a connus. Mais, encore une fois, là, ils ne bâtissaient plus à travers leur propre culture. Ils commençaient à copier une culture. Et de toute façon, ça ne leur a pas porté chance. Pourtant, comme vous le voyez, le royaume de Couche allait très très loin. Hein. Très très loin. Je pense même qu'il allait beaucoup plus loin que ça, puisque Virunga est un petit peu plus bas, la vallée de Virunga. Donc je pense qu'en réalité, même si Zinj, Ophir n'existait plus, elle est toujours restée sur leur territoire, je dirais, administratif. Alors ensuite, vous avez vu ces bijoux, et c'est vrai que les pharaons noirs sont arrivés sur le tard en Égypte. Alors bien sûr, ils ont gouverné l'Égypte, ça c'est indéniable, mais ils ont gouverné l'Égypte à la fin de l'Empire égyptien, quand les pharaons d'origine étaient déjà, je dirais presque plus là, quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas dirigé l'Égypte, on ne peut pas dire non plus que l'Égypte depuis toujours était dirigée par les pharaons noirs. Et d'ailleurs, quand on voit les peintures à l'intérieur d'un certain nombre de pyramides et de lieux funéraires, surtout les plus anciens, au sens les plus vieux, ce pas des personnages noirs qui sont peints, mais des personnages de couleur chair, et même dans certaines tombes, je crois même dans un temple, des personnes au physique tout à fait occidental. Ceci dit, il ne faut pas leur enlever le fait qu'à un moment donné, ils ont pris les commandes. Et je pense que si l'Égypte a pu perdurer un certain temps et à parvenir jusqu'à nous, c'est qu'ils ont servi un peu de relais entre le grand empire, la grande dynastie égyptienne, et ensuite le vide intersidéral
avant la campagne d'Égypte de Bonaparte. D'ailleurs, on a toute une série de petites statues qui sont exposées, qui sont en fait les dynasties Kouch, hein, les dynasties des pharaons noirs. Et nous n'allons pas tarder à arriver au bout. Alors je voulais vous présenter le musée des civilisations noires. Alors ce musée se trouve à Dakar, au Sénégal. Et moi je vous invite à y aller. Alors il est magnifique, hein, le truc est grandiose. Et rien que l'esplanade intérieure, ça parle. Vous aurez énormément d'informations sur tout ce que je viens de vous donner là-bas, et probablement même un peu plus. Après, pour quelles raisons il n'y a pas plus de diffusion de tout ce qui est exposé dans ce musée et de tout ce qu'on peut rencontrer comme cerveau là-bas, qui peuvent vous parler de la civilisation africaine, de la civilisation noire, j'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu le blackout, hein, c'est toujours pareil. Et puis, comme avec l'autre comique de Clément, là, pour la cité du Kalahari, quand vous avez des gens, je parle là pour l'Afrique du Sud, où a régné l'apartheid extrêmement longtemps, il faut quand même rappeler que notre ami Clément, il vivait sous l'apartheid, c'était les années 60, 65, 67. Hein. Il est évident que leur envie à eux, c'était d'écraser au maximum l'autochtone pour mettre en avant la toute-puissance blanche. Hein. Mais c'est pour ça que je pense que Clément a fait un travail de sape du travail de Farini, dans le simple but d'essayer de démonter la possibilité qu'il ait pu exister des civilisations plus anciennes que les nôtres et plus élaborées que les nôtres et qui auraient été exclusivement noires, donc même pas aidées par les nôtres. C'est ça, en fait, le point important à retenir, c'est que l'on regarde en Amérique du Sud, on a l'habitude d'aller, que l'on regarde en Égypte et dans tout le nord de l'Afrique, où on a l'habitude d'aller, que l'on aille dans le monde arabe ou en Asie, on n'a pas assez conscience que le peuple noir aussi a toute sa part dans cette affaire, dans l'affaire du développement de l'humanité, de sa capacité à se développer, à faire des choses extraordinaires. Et on ne peut pas expliquer pourquoi Zinj n'existe plus, pourquoi la cité du Kalahari, le sable la dévore, et pourquoi la grande enceinte, quand on l'a trouvée, elle était inoccupée. On ne sait pas. Il y a bien dû y avoir quelque chose qui a influencé au point que ces trois civilisations se sont éteintes, toutes les trois de manière extrêmement mystérieuse, et sur lesquelles on n'a pas le moindre début de commencement d'explication. Pourquoi elles ont disparu, on n'en sait strictement rien. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'elles ont disparu anonymement qu'elles n'ont pas existé, c'est pas parce qu'aujourd'hui elles sont vides qu'elles n'étaient pas prestigieuses, et quand on voit le travail, que ce soit la cité du Kalahari, encore plus évident la grande enceinte, parce que là carrément on voit bien que c'est construit. Et la grande enceinte, je vous rappelle, est censée être antérieure aux pyramides de Méroé. Hein. Donc c'est encore plus ancien, et finalement on voit des Noirs qui copient les Égyptiens alors qu'ils savaient tout à fait construire par eux-mêmes sans avoir besoin de personne. Hein. Il s'est passé là aussi une sorte de perte des connaissances, de choses qui ont amené le pays tout entier à se retrouver, je dirais, en situation de survie. Quand les peuplades sont rencontrées, elles vivent effectivement de manière primitive, ça ne veut pas dire qu'elles le sont, elles vivent de manière primitive, et qu'il est évident que pour l'occidental qui déboule là-bas alors qu'il ne connaissait rien ni avant ni après, c'est clair que pour lui, il se sent supérieur et considère effectivement que le noir, ben ma foi, c'était un pauvre diable, voilà, mais non. Je viens de vous montrer que non. Et que maintenant, il faut que les intellectuels noirs de tout pays d'Afrique se prennent par la main et disent il est temps que ça suffit maintenant. Il faut véritablement que les gens sachent que tout ça, ça existait. Et je vais vous dire une chose. Si vraiment le pays était ratissé, quadrillé, je ne suis pas sûr qu'on ne découvrirait pas des choses encore plus extraordinaires. Ben, Jocelyn, c'est pas faux quand même, c'est vrai. On pourrait penser que l'Olmec, ça pouvait être un noir très évolué,
et certainement pas un esclave, hein, puisque quand les Olmecs arrivent au Yucatan, ils arrivent libres. Ils ne sont pas encadrés par des gens, ils sont par eux-mêmes. Ils arrivent par eux-mêmes et ils amènent un savoir. Et ce savoir, c'est le savoir qu'on retrouve à Zinj. Ils savaient construire des canaux, des dérivations, des aqueducs, ils savaient construire des monuments, et je veux dire, on pourrait tout à fait penser que quelque part, les connaissances de Zinj ont été transférées en Amérique du Sud d'une manière complètement mystérieuse, mais de toute façon, on en est au même point quand on essaye de prouver l'existence du peuple de Shamsur-Hor, de son influence sur la proto-civilisation de Nagada en Égypte et sur la dynastie égyptienne après. Et on sait pourtant que si on pense Olmec, si on pense peuple de Shamsur-Hor, l'un comme l'autre dit venir du centre de l'Atlantique. L'un comme l'autre. Donc, le mot Atlante n'est pas proposé, mais fortement suggéré, comme dirait l'autre. C'est possible. Je ne pourrais pas te répondre, là, Jocelyn, sur ce coup-là. Mais il faut espérer que, Sandrine, il faut espérer que l'Afrique retrouve son identité. Elle est pillée de partout. Quand c'est pas l'Occident, maintenant c'est la Chine qui lui pompe tous les terrains agricoles, et non pas pour nourrir l'Afrique, mais pour nourrir la Chine. Faut pas déconner quand même, chacun son pays déjà. Ou alors, on fait un pot commun, mais on tire pas la couverture à soi, quoi. Mais il va y arriver à le retrouver, son cœur brisé, Sandrine. L'Afrique est en train de se réveiller, donc à un moment donné, ça va le faire. Ne fais pas de soucis. Oui, on est d'accord, hein, Jocelyn. Tout à fait. Jocelyn nous dit, muraille signifie richesse à protéger. Il est évident que les enceintes, la grande enceinte, c'était un royaume extrêmement prospère et qu'il devait probablement y avoir effectivement des richesses à protéger. On ne monte pas un mur avec double enceinte en plus, hein, double mur, s'il n'y a rien à protéger. Oui, on est d'accord, Franck, c'était de sacrés artistes. Hein. Jamal Dadash nous dit tout sujet en quête de vérité dérangeant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mon cher. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça continue et ça continuera. Hein. Il faudra bien à un moment donné qu'on mette un point final à tout ça, mais il faudrait déjà qu'on soit un peu plus nombreux quand même, hein, parce que des fois, on se sent un peu seul, hein, mes enfants. Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, là. Personne n'a de questions. Merci beaucoup, Sandrine. J'espère que ça t'a permis d'ouvrir un petit peu ton horizon et de voir, tu vois, c'était intéressant parce qu'on ne parle pas assez des civilisations noires, mais il n'y a pas qu'elles. Hein. Tu regardes la Polynésie, c'est un peu pareil. Tu regardes certains autres peuples qui sont très déconsidérés. Le problème de l'occidental, je ne parle même pas de la race blanche, parce qu'il n'y a pas de race déjà, mais de l'homme blanc, je veux dire, c'est pas l'homme blanc qui est un problème, c'est une partie du peuple de couleur blanche qui a tendance un petit peu à se surconsidérer, un peu d'humilité que diable, on est tous terriens, quoi. Ben, je te remercie, José, tu as beaucoup participé et apporté pas mal. C'est pas souvent que tu alimentes autant, là. C'est bien, je suis content parce que c'est un peu ce que j'essaye d'avoir, hein, une sorte d'échange. Hein. Ben, j'espère, Fabrice, que ça t'a appris quelque chose, que ça t'a intéressé. C'est vrai que c'est un angle, les civilisations noires, c'est pas souvent quand même hein, qu'on les aborde. C'est un sujet assez délicat. Allez les enfants, je vous embrasse.